Bon, alors, Ramon Pérez, un nom bien espagnol. Je suis né à Bilbao en 1930, dans un milieu populaire. Mon père était ouvrier d'usine et ma mère vendait du poisson dans les rues de Bilbao. Alors, dans un milieu qui avait été baptisé de leur enfance parce que mes parents étaient originaires d'un village de Cassis croyant. Mais ils avaient abandonné toute pratique religieuse, mais ils nous avaient baptisés quand même, hein, ça peut compter. Et alors, l'éducation que nous avions, nous, à l'époque en Espagne, on n'allait pas à l'école avant 7 ans, alors on était dans les rues, on traînait, on faisait mille et une bêtises par là, quoi. Et donc, quand la guerre de 36 se déclare, mon père, qui travaillait, comme je disais tout à l'heure, en usine, était devenu adhéré au Parti communiste. Et ce qui se passait d'ailleurs dans la plupart des usines en Espagne à l'époque, parce que c'est une grosse majorité des gens qui venaient de la campagne, mais qui, dans le mouvement à l'époque, tout le monde avait, enfin, ils avaient, le nombre de gens adhéraient au Parti communiste, quoi. Mais c'était quand même des ouvriers très sincères, très généreux, pas du tout des fanatiques. Hein, ils ne connaissaient même pas la doctrine, quoi. Alors, la guerre, donc, Franco arrive d'Afrique, là, il débarque dans le sud de l'Espagne, il fait la guerre, et peu à peu conquiert toute l'Espagne. Hein. Mon père était parti se battre contre lui. Et quand Franco est arrivé, qui avait pris les trois quarts de l'Espagne, mais qui est arrivé à la limite du Pays basque espagnol, le gouvernement basque espagnol, qui, quoique très traditionnaliste et catholique, avait passé un accord avec la République espagnole, disant, enfin convenant que si la République gagnait la guerre, ils accordaient l'indépendance du Pays basque. Donc le Pays basque, ça paraît contradictoire, très traditionnaliste et très catholique, adhérait avec le parti, avec les républicains qui étaient quand même des tendances de gauche. Quoi. Alors, quand l'armée de Franco a approché du Pays basque, le gouvernement de la province espagnole, en accord avec des organisations internationales comme le Parti socialiste, le Front populaire en France, le Blum, etc., ont décidé de expédier les enfants du Pays Basque à l'étranger pour leur inviter les horreurs de la guerre. Et nous sommes partis de Bilbao, il y a eu 3000 enfants qui sont partis sans les parents, embarqués. Et ces bateaux sont venus en France, en Bretagne d'ailleurs aussi, à Bordeaux, en Belgique, etc. Et ces enfants-là, dans un premier temps, ont été à l'île de Léron, et de l'île, il y a eu un tri éparpillé partout. Et mon contingent, alors, vous voyez, il y a même un livre qui est sorti sur ces histoires de ces enfants. Et moi, le groupe dans lequel j'étais a été expédié dans le nord de la France, à Albert et à Meult, où il y a les avions Potez, fabrique des avions Potez, à la frontière, allemande, frontière belge. Et alors, bon, on débarque là, vous avez 6 ans et demi, vous ne parlez pas français, vous ne connaissez pas personne, copain, on vous colle là-dedans. On a été bien accueillis, enfin, mais à 6 ans et demi, la famille qui m'avait accueilli, non, vous n'êtes pas chouchouté, on ne vous prend pas sur les joues, on vous a mangé, on vous habille, c'est bien quoi. Et pendant ce temps-là, la guerre d'Espagne continuait. Et à la fin et quand enfin Franco a gagné la guerre complètement, il y a eu environ, on parle de 5000, 6000 Espagnols, des combattants surtout, qui ont déboulé dans le nord de la France, à Perpignan, etc. Et ils ont été accueillis pas très bien. Ils ont gardé tous un mauvais souvenir. Ils couchaient sur les plages, au bord de la mer, faisaient leurs besoins de la mer. Rien n'était fait pour les accueillir, quoi. Ils ont déposé les armes, ça. Mais le problème pour nous, c'est que mon père était là-dedans, ma mère aussi. D'ailleurs, ils étaient séparés, chacun dans un camp, ils ne savaient pas où. Et moi, nous étions dans le nord. Mais on n'avait aucune relation, quoi, on ne savait pas. Et la famille qui m'avait accueilli, moi, dans le nord de la France, là, vraiment des gens très débrouillards, ils ont remué ciel et terre pour retrouver mon père et ma mère qui étaient donc dans le sud de la France. Ils ont traversé toute la France avec une petite voiture qu'ils avaient à l'époque. Ça
On leur est très reconnaissant, évidemment. Ils ont récupéré mon père et ma mère, ils les ont ramenés à la frontière belge, et là, la famille Pérez s'est reconstituée, si vous voulez. Et puis, 39, les Allemands arrivent, quoi. Alors, dans le nord de la France, les gens avaient encore des mauvais souvenirs de 14-18, hein, parce que c'était... finalement, on n'était pas loin de la guerre de 14-18 encore, quand même. Alors, il y a eu le fameux exode des gens du Nord qui sont partis sur les routes sans savoir où ils allaient. Hein. Et c'était une grossière erreur, parce que les Allemands étaient ce qu'ils étaient, mais enfin, quand ils rentraient à l'époque dans les villages, ils ne massacraient pas les gens dans les villages, quoi. Hein. Mais il y avait une telle terreur, les gens avaient tellement peur que tout le monde est parti, laissant les cultivateurs laissaient leurs bêtes dans les champs, tout ça, prenaient un tracteur, une remorque, mettaient un madad là-dessus, tout ça, et nous on a suivi. Et mon pauvre père, lui, qui, après la guerre 14-18, était venu travailler en France, dans les Landes comme bûcheron, il en avait gardé un bon souvenir, il dit, ben, si on va vers le sud, on va aller là-bas, du nord de la France, hein, là-bas, à pied. On est donc parti, on a fait l'exode, et c'était ce fameux exode du nord de la France jusqu'ici, où nous avons été mitraillés sur les routes, on se couchait dans les fossés, on se relevait, il y avait des cadavres le long de la route, les gros chevaux qui étaient crevés par mitraillés étaient là, et comme j'étais à 6 ans et demi, vous savez, à côté de ces énormes chevaux, vous êtes impressionné par cette masse, quoi. Ah, ça m'avait frappé. Alors, enfin, mon père qui sortait de la guerre d'Espagne, dès qu'il entendait les avions arriver, allez hop, au fossé. Hein. Mais enfin, vraiment, j'ai le souvenir de ces cadavres là. On a traversé la ville d'Amiens qui brûlait, quoi. Hein. Bon, c'était une drôle d'enfance. Maintenant, on prend beaucoup d'enfants pour la psychologie des petits-enfants, mais là, c'était autre chose. Hein. Et alors, on est arrivé en Normandie, on a fait un arrêt là, et en Normandie, la falaise, le maire nous avait logés dans une petite baraque. Et il dit à mon père, écoutez donc, on peut vous trouver un petit boulot, prendre le fumier dans les champs si vous voulez, parce qu'avec sa chambre de bois, bah, on est resté là. Et puis on nous a dit, il y a un train qui se forme, qui va vers le sud. Alors mon père, c'était jamais toujours le sud, le sud. Il y a un train qui va vers le sud, alors on va. C'est un train de voyageurs, on le prend d'assaut, il était déjà plein, quoi, hein, des gens grimpaient là-dedans. Et ce train donc a roulé et nous a amenés jusqu'à Rennes. Et à Rennes, ce train s'est arrêté. Il y avait déjà à la gare de triage un train de Troufion qui était là bloqué, attendait je sais pas quoi, un train de munitions et le nôtre, les trois trains étaient en parallèle. Il fait beau, c'était en juin, un très beau soleil. Hein. Et à ce moment-là, il y a 3 avions allemands qui sont arrivés. Ils ont mitraillé le train de munitions. Ce train de munitions a explosé toute la journée, toute la nuit. Il y a eu environ 3000 morts là, sur la plaine de Beau. Là. Et on est sorti du train, mais on s'est allongé par terre, bord de la rivière. Et puis moi, pris de panique, je me suis mis à courir devant 3 hommes, 3 cheminots qui couraient. Je laissais mon père, ma mère, ma soeur, et je les ai suivis, quoi. Et j'ai couru avec eux. J'ai le souvenir d'ailleurs qu'on est monté sur un tas de traverse pour passer un fil de fer et que j'étais resté par le fond de la culotte accroché au fil de fer. Le cheminot est venu me reprendre, enfin, etc. Et on a été à Champepie, un village à côté, là, où il y avait une section de l'armée française qui attendait là vaillamment avec un canon 75 et des mitrailleuses arrivées des Allemands qui sont arrivés 3 jours après, quoi. Alors, j'ai couché avec ces soldats. Un des soldats s'était pris un peu de pitié pour moi, pour le moment. Et quand les Allemands sont arrivés, il a fallu rentrer. Là encore, au lieu que tous ces gens partent chez eux, laissent tomber les hommes et foutent le camp, les ordres, c'était les ordres, hein, on obéit à l'armée. Alors, ce détachement canon-mitrailleuse et moi sur un chariot de mitrailleuse, on était à Rennes, à la caserne MacMahon, où ils sont tous rentrés. Rennes était déclarée ville ouverte. Hein. Alors tous ces contingents arrivaient, et puis c'était des propres Français qui gardaient le portail, quoi. C'était pas les Allemands. Hein. Bon, ils se rendaient là. Mais je suis tombé sur un soldat qui m'avait recueilli, qui certainement était un peu plus fufu que les autres, qui dit armistice ou pas, il faut rester, il faut se sauver, quoi. Alors avec 3 autres troufions de ses copains, et moi qui m'ont pris par la main, on a voulu sortir de la caserne.
Mais non, les ordres, non, vous restez là, il faut rester. Le gars qui s'occupait de moi, il dit, écoute, personne ne va s'occuper de toi. On était dans la cour de la caserne. Va là-bas dans les grands bâtiments, il y a la cuisine. Il m'a mis une musette autour du cou. Prends tous les boîtes de conserve que tu trouves et reviens. Alors, à 6 ans avec Tramballe et ces machins-là, on arrive. Et là, ils ont profité d'un nouveau contingent qui arrivait pour se faire enfermer. On a franchi la sortie et on est parti de Rennes, les 4 soldats et moi, à pied, de Rennes jusqu'à Fougères. Alors, la nuit, on marchait. Et alors, les soldats en question avaient évidemment, ils étaient déserteurs, quoi. Alors, ils avaient peur, ils faisaient attention pour qu'on traversait les routes, qu'il n'y avait pas de soldats, ni allemands, ni français. Et on a marché comme ça toute la nuit jusqu'à Fougères. Enfin, ils ont eu gentil, ils m'ont pris sur leurs épaules parce que j'avais perdu mes chaussures et on m'avait mis un vieux chausson. Enfin, on est arrivé à Fougères et on est arrêté là. Et les Allemands sont arrivés donc 3 jours après. Mais évidemment, je ne savais pas qu'étaient venus mes parents. Et surtout, mes pauvres parents, surtout ma pauvre mère. Mon père m'a dit, elle a passé 2 jours et 3 jours à la plaine de Baule, parmi les 3000 morts, à remuer des cadavres, en disant mon fils n'est pas mort, mon fils n'est pas mort. Et ils avaient été recueillis dans une ferme. Et les familles très gentilles en avaient parlé au maire de Cesson, qui a passé un petit article dans Ouest Éclair, qui était Ouest France à l'époque, un petit espagnol, enfin, etc., perdu, décor. Alors les gens qui m'avaient recueilli à Fougères, ils me disaient, c'est le nôtre. Alors on est revenu à Cesson, on a retrouvé les parents, bon, la famille s'est reconstituée. Mais déjà à ce cheminement-là, en ce qui me concerne, à l'Espagne, pas d'école. En France, dans le nord de la France, une petite année dans une école. Je ne parlais pas mon français, on m'avait collé au fond de la classe. Et puis donc, l'exode après, on arrive donc à Cesson, on était là, quoi. Alors, déjà, ma scolarité était maigre. Hein. Et on était logé dans une petite baraque d'infirmiers que vous avez rapporté ça. Et les Allemands sont arrivés. Et alors, j'étais à l'école publique de Cesson aussi. Et dans la cour de récréation, je me suis tordu un pied. Et m'a emmené à l'hôpital qui était installé dans la maison du peuple, puisque les Allemands à Rennes avaient pris le véritable hôpital. Et bon, j'ai une entorse qui a été mal soignée, ça s'est mis à suppurer, ça c'est la tuberculose heureuse. Alors, hôpital. Alors, 5 ans d'hôpital. Là encore, pas d'école, évidemment. Alors, j'insiste un peu sur ce point parce que j'ai calculé que dans ma vie, physiquement présent dans une salle de classe, j'ai dû être 2 ans. C'était toutes mes humanités, mais c'était ça, quoi. Alors, à l'hôpital, donc, cours par correspondance, etc. Sur le plan instruction, et ben, tout comme j'avais toujours vécu avec mes parents, je parlais français, mais enfin je baragouinais un peu quand même. Alors là, le problème, c'est que les hôpitaux à l'époque étaient tenus par les bonnes sœurs. Alors, un petit espagnol qui arrive, les bonnes sœurs, t'as été baptisé? Ah, le catéchisme, le bon Dieu, l'église, tout ça. Alors moi, j'avais en tête encore mon père, communiste, les curés, les papes, l'église, tout ça, avec Franco, les massacres. Alors j'ai grandi pendant tout mon adolescence dans cette dualité les enseignements de mes bonnes sœurs qui s'occupaient bien de moi, et mon père et ses copains communistes, l'église. Alors les années passent, tu grandis. Bah, je crois pas, peut-être bien que non. Bon, c'était très confus, quoi. Et donc, je continue. Alors, donc, après 5 années à l'hôpital, je sors assez handicapé. Enfin, je trouve du travail dans un magasin, là. Et puis, des jeunes m'embarquent à Rennes dans les mouvements de jeunesse catholique, JOC notamment. Bon, pourquoi pas, mais enfin, j'aurais bien aller chez des anarchistes, des communistes, des naturistes. Hein, bon. Mais c'était sympa, bon. Mais enfin, j'admirais quand même ces jeunes
de la chose, qui se dévouaient, etc. Et j'ai donc travaillé un peu. Mais toujours avec ce malaise profond de Dieu existe, il n'existe pas, l'Église, et l'image que mon père m'en faisait, les curés, l'argent, etc. Donc c'était une période de ma vie très, très, très désagréable, très, à tel point que maman se dit, bon, tout ça, c'est pareil au même. Allez, je balance tout ça, je m'en occupe, ça m'écoeure. Hein. Je laisse tomber les curés et le Parti communiste et je m'en fous complètement, quoi. J'en étais rendu là. Et à l'époque, je travaillais dans un bureau, travaillait ma future femme, qui était secrétaire, et elle m'a mis la main dessus, suivez-moi jeune homme. Et donc, on s'est fiancés et on s'est mariés. Et finalement, je suis entré dans l'entreprise où elle travaillait, c'est-à-dire c'était la Société commerciale des potasses d'Alsace, qui est un truc énorme, une société d'État, contrôlée par l'État d'ailleurs, dont les gisements de potasse étaient en Alsace. Ils extrayaient la potasse, ils expéditionnaient dans toute la France pour l'agriculture, quoi. Alors, là, je démarrais d'abord comme secrétaire, mais mes talents de secrétaire étaient tellement lamentables qu'on m'a pris au bout d'une petite année de dire non, écoutez, vous n'êtes pas peu place là. Euh, et ma femme, qui était ma patronne, me dit je vais vous apprendre à travailler. Enfin, je suis parti, j'ai fait 1000 métiers de ce que j'ai pu pour gagner ma vie. Et quelque temps après, le représentant d'agent commercial de cette société part en retraite et ma femme me dit, écoute, il y a une place de nouveau dans la boîte comme représentant. Ah, je dis ça m'irait mieux, quoi. Alors, me voilà parti dans l'agronomie. Et quand j'arrive, alors avec, vous voyez, le bagage scolaire que j'avais, quoi. Alors, en arrivant dans cette boîte-là, le directeur de l'agence de Rennes où travaillait ma femme et où j'allais, qui est ingénieur agricole, très gentil, mais j'ai dit, mais moi, vous savez, les engrais, hein, à l'azote, l'acide phosphorique, la potasse, j'en ai jamais entendu parler, je ne savais pas. Alors j'ai reçu une formation accélérée professionnelle. Ce monsieur me dit un jour, alors, à peine arrivé, bon, venez avec moi là parce que nous avons un client qui est mort là, récemment. C'est son enterrement dans un petit patelin à Janzé. Et bon, normalement les fournisseurs ils vont à l'enterrement. Bon, on est parti. Alors la messe. Et après, les gens se retrouvent dans le bistrot, bon, un coup, se serrent les mains, monsieur un tel, représentant telle société, il me donne un petit document, et puis bon, allez voir les clients. Alors, dans mon petit porte-document, j'avais des tarifs, je voyais acide phosphorique, potasse, azote. Je ne savais pas ce que c'était, hein, vraiment. Alors, je suis parti avec ça, quoi. Évidemment, dès les premiers clients, je ne connaissais rien, vraiment rien. Et j'ai été obligé de téléphoner à ma femme, qui quand même, en tant que secrétaire à la boîte, connaissait les choses. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, l'engrais composé, qu'est-ce que c'est que... Bon, alors j'ai démarré comme ça, puis une nullité crasse dans l'agronomie, quoi. C'était rien. Mais enfin, je pense que la Providence était avec moi, et puis me débrouiller un petit peu dans les relations humaines, ça a toujours été un peu mon point fort. Petit à petit, avec le temps... j'ai fini par faire le trou là-dedans. Et finalement, je suis resté là-dedans 30 ans. J'ai gagné ma vie correctement là-dessus. Mais sur le plan religieux, j'étais toujours un peu dans le même stade de les curés, l'église, Franco, la guerre, les massacres, les riches, tout ça. Enfin, j'en voulais plus, quoi. Bon, je reconnais aussi qu'à l'époque, la gente féminine m'attirait beaucoup. Et puis, j'en étais comme ça, enfin, gagnant bien ma vie d'ailleurs, travaillant bien. Et les secteurs qui m'étaient attribués, c'était le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Donc, j'ai visité des négociants en produits du sol et des gérants de coopératives qui vendaient également cultivateurs. Hein. Et alors, un jour, pour rentrer dans le vif du sujet, dans le Morbihan, à Langonette, j'avais un couple de clients très gentils. Vraiment, on avait sympathisé. Qui me dit un jour, dis donc, Ramon, mais tu es espagnol, oui. Est-ce que tu as entendu parler des apparitions de Grand Vendeur? Je dis non. Et il me sort un bouquin. Donc, ce client-là me dit un jour, toi qui es espagnol,
vous qui êtes espagnol, vous avez entendu parler des apparitions de Gambandal du non, pas du tout. Et elle me sort un livre. Un livre traduit de l'espagnol. C'était le premier livre qui avait été écrit sur les apparitions de Gambandal par un universitaire espagnol. Et puis elle me le montre, elle tourne les pages, et ce que je vois, c'est les photos des enfants qui m'ont frappé. Le livre, bon, je n'avais pas lu, mais enfin, les visages des enfants en extase quand même. Mais elle me dit, mais est-ce que ça vous dirait de le lire? Ah ben, je dis, oui, je veux bien. Elle me le prête, et puis je m'embarque avec ce livre. Alors, arrivé chez moi, je le lis, et puis vraiment, ces visages m'intriguaient, et tout de même, c'était intéressant. Alors, c'était en 70, en 70, ça. On devait partir en Espagne, conduire mes deux garçons, mes deux aînés, chez ma mère qui était dans un petit village en Castille, là-bas près de Burgos. Et bon, ma femme travaillait, elle ne pouvait pas partir. Alors je pars en voiture avec mes deux garçons, je vais dans ce village, je dépose les deux garçons chez ma mère qui avait sa petite maison là-bas, et je retourne vers la France. Et en route, tout en roulant en Espagne, je dis, mais au fond, Garabandal, Garabandal, après tout, si j'allais voir ça quand même. Parce que du Burgos, je montais vers la frontière française, vers Hendaye, etc. Mais en faisant un détour par Santander, ça m'a allongé. Mais enfin, j'avais 2 jours avant de reprendre le travail, je dis, j'ai le temps. Et puis dans mon esprit, je vais aller voir ça, histoire d'eux. Alors, dans le bouquin, c'était bien, il disait bien que Saint-Sébastien de Garabandal était près de Santander, mais aucune indication de lieu, de route, rien, aucune adresse. Alors j'arrive à Santander, il faisait très beau, j'arrête la voiture sur le bord de la rue. Il y a beaucoup de circulation, il faisait très beau, il y a beaucoup de touristes. Mais je dis Saint-Sébastien, Sébastien, mais enfin, si vraiment il y a eu des apparitions, tous les gens de Santander doivent connaître, quoi. Alors, je demande aux gens, j'ai dit, il paraît que vous connaissez Saint-Sébastien de Garbandel, il y a eu des apparitions. Non, non, non. J'interroge à droite. Je téléphone à la centrale téléphonique de Santander. Garbandel, non, on ne connaît pas. Oh, le temps commence à passer. Je dis, qu'est-ce que je fous là, hein, vraiment. Et ça, c'est intéressant parce que tous ces petits signes, après, on a compris qu'ils s'enchaînaient. Comme quoi j'étais quand même conduit par une main, quand même, hein. Alors, un peu découragé, l'après-midi s'avançait. Je dis, bon, je pose la question à la prochaine personne qui passe près de ma voiture, j'étais sur le toit. S'il me dit qu'elle ne connaît pas, je m'en vais. Voir ça, mon petit notre après-midi. Je tourne sur une charde de mandat, très, très mignonne, très bien, très jolie d'ailleurs. Je lui pose la question. Il me dit, écoutez, non, moi je ne sais pas où est Garandal. Mais vous voyez, juste de l'autre côté de la rue, là, il y a un cordonnier, vous voyez sa boutique. Je dis, oui, allez-y, il est du coin. Bon, là, le cordonnier dit, oh, ben oui, Garabandal, bien sûr, prenez telle route, tel endroit, sortez Santander. Ouais, bon, on peut considérer que c'était un signe quand même, hein. Et me voilà parti vers Santander. Là, la journée s'avançait, Caution, tout ça. Et bon, j'arrive enfin à arriver au bord à Caution, qui était la dernière commune, le dernier village avant Santander. Alors Santander était là-haut, sur la montagne, quoi. Et pour y aller... Avant Garamandal. Avant, qu'est-ce que j'ai dit? Santander. Oh, Oui, Santander. avant Donc Garamandal. avant Garabandal. Et là, le chemin était en pierre, c'était pas goudronné, hein. Et j'avais une voiture de la boîte. J'étais autorisé à l'utiliser pendant les vacances. Moi, il y avait une petite indemnité. Mais quand même, je dis, ouais, les routes, les cailloux qui roulaient sous la roue, je ne voudrais pas ramener la voiture quand même esquintée, vous voyez. Alors je monte. Puis la nuit était tombée là. Alors les phares, c'est de petits trucs qui montaient avec des cailloux sous les pneus, tout ça. Pas trop rassuré. Mais, et puis d'un coup, dans les phares, je vois un couple qui montait quand même, péniblement. Alors je m'arrête, je dis, parce que je dis, mais est-ce que je suis bien sur la route, dans une route de montagne comme ça, vous connaissez pas, la nuit? Il me dit, si, Carmentin, ça va, mais on y va, nous, on est là-bas. Ah ben, je dis, écoutez, montez dans la voiture. Et puis, il monte, et nous, là, il continue la route tout doucement. Mais je dis, alors, vous avez des apparitions dans votre village, là, vous avez vu la Vierge? On dit ça, vous savez, il y a eu des choses bizarres, on ne comprend pas bien. Mais Monseigneur l'évêque dit que non, que c'est pas de Dieu, que on ne sait pas, on ne veut pas en parler. Mais je dis, mais enfin, alors moi, représentant, genre comme
habitué à vendre, à argumenter avec les clientèles. Je n'ai pas fait tout ce déplacement pour rien. Je vais y aller. J'accroche un peu. Mais je dis, mais les voyantes, elles sont encore là oui, 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 il y a Marie-Lauline et Jacinta qui sont là, c'est Sabine Labour. Oh, ben, je dis, alors ça, il faut que je les vois, quoi. Et alors, dans ma tête, toujours la déformation du représentant, je prépare mes arguments. Je leur demandais ceci, et puis cela, et puis cela, et puis cela, et puis cela. Enfin, on arrive au de l'entrée du village, tout en haut, là, vous savez, sur la petite place, là. Il me dépose là, puis il dit, voilà, Marie-Loli habite là, Jacinta habite là. Ben, j'y vais, je rentre à la porte. Alors, j'étais d'abord chez Marie-Loli, oui. Alors, frappe, la porte s'ouvre, et c'est Marie-Loli qui était là, droite dans l'encadrement de la porte, avec juste de la lumière derrière lui, une véritable apparition, quoi. Et toute ma liste d'arguments, je savais plus quoi dire. Je dis, bon, j'écoute. Il paraît que tu as vu la Vierge. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais si, si tu veux la Vierge, tu vas prier pour moi, parce que je n'ai rudement besoin. Et puis j'ai dit, si tu ne le fais pas, quand on sera dans l'automne, on réglera nos comptes. Hein. Elle m'a regardé très, très sérieusement. Il me dit, je prierai pour vous. Et puis, bon, ben, au revoir. Alors, et Jacinta, bon, Jacinta, exactement la même scène. Je frappe. Alors, c'est elle qui apparaît dans l'encadrement de la porte avec l'éclairage derrière. Je lui ai dit, alors il paraît que tu as vu la Vierge. Oui. Bon, ben, si tu as vu la Vierge, je te demande de prier pour moi parce que j'en ai bien besoin. Et si tu ne le fais pas, quand on sera dans le vote, on réclame le compte. Ben, je prierai pour vous. C'est tout, clac. Et puis, je vois quelqu'un dans le village, je dis, mais est-ce qu'on peut coucher là Alors, il y a quelqu'un qui me dit, non. C'était la tante de Conchita qui louait, tout le monde louait les chambres à l'époque. Quoi. Bon, je couche là. Et le lendemain matin, je prends la route pour rentrer en France, quand j'étais donc à Garamandal. Il faisait bon, je prends ma route, tout ça. Et en roulant, d'ailleurs, à un moment, j'ai pris un couple de stoppeurs suédois qui remontait. Et autre signe, mais tous ces signes-là, j'ai réalisé après. Quoi. En roulant, j'étais habité par... alors ça que ça m'est difficile d'expliquer. Une pensée, oui, c'est une pensée quand même, de la Vierge Marie. Mais en douceur, très agréable, très, très doux, mais très, très fin aussi, quoi. Alors j'avoue qu'à l'époque, moi, Brigitte Bardot m'intéressait beaucoup plus que la Vierge. Hein. Alors j'avais cette impression agréable, mais enfin bon. J'arrive à Rennes, route de la journée, je dépose mes stoppeurs à l'auberge de jeunesse, puis je vais rentrer à la maison. Ma femme me dit, à ton voyage, ben oui, parce qu'elle était restée travailler. Ben, je dis bien, tu sais, je vais les poser chez l'abuela, ils sont contents. Et puis je dis, tiens, et puis j'ai arrêté dans un village, du Paris, qu'il y a eu des apparitions. J'ai vu des voyants, donc, tu sais, en face, oui, ça m'a fait plaisir. Ça, c'était le vendredi. Je me couche, et le matin, samedi, je devais aller dans le Morbihan, un village qui s'appelle Langonette, parce que y avait un de mes clients qui mariait sa fille, qui était étudiante à Paris, qui faisait le truc de commerce, et il y avait donc, il se mariait dans son village, là, et son fiancé parisien était là, ainsi que des copains parisiens, des étudiants. Quoi. Alors, je me dis, mais ça serait intéressant comment dirais-je, oui, je le faisais souvent dans le cadre de mon travail. C'est une action commerciale que je faisais. Je faisais pas mal de films en moteur, en 16 mm. Je filmais les événements comme ça, mariage. Et ensuite, j'allais chez mes clients. On faisait une petite réunion, puis je repassais le film. C'était une action purement commerciale. Hein, mais ça me plaisait beaucoup. Alors, je veux voir le curé, hein, le mariage. Je dis au curé, dis donc, est-ce que je pourrais filmer le mariage? C'est la fille de mon client, tout ça. Ah, il dit oui, mais j'avais un projecteur lumineux, quoi. Ah, il dit oui, mais soyez discret, ne troublez pas la cérémonie, parce que quand même. Ben, je dis non, mais enfin, si je pouvais déjà filmer l'entrée dans l'église des mariés, quoi, l'échange des anneaux, par exemple, puis la sortie. Il dit oui, hein. Mais soyez discret. Hein. Ah, alors, je m'installe à côté de l'hôtel derrière un pilier, là. Je branche mon projecteur, puis j'attends. Alors, la mariée arrive avec son père, le marié, enfin, la scène classique. Bon, je branche mon projecteur, je filme, etc. Bon. Et la messe, ça s'est très bien passé d'ailleurs, parce que
Là-dedans, je m'imagine, il y avait des croyants et non pas croyants, mais enfin, vraiment, tout le monde avait un comportement très respectueux de la cérémonie, il n'y avait pas d'agitation, tout le monde se tenait correctement, c'était très bien, mais il n'y avait pas non plus quelque chose de mystique, rien, c'était très bien. Et arrive le moment où la cérémonie se termine, je filme l'échange des anneaux, et ça se termine donc, et les gens sortent. Non, pardon, non. Avant l'échange des anneaux, il y avait la communion. Alors les gens vont communier, très très bien. Et alors, pourquoi moi, qui ne fréquentais plus l'église, qui avait bien des choses à me reprocher, etc., je me suis retrouvé le dernier de la file des communions, et je me suis retrouvé le dernier vraiment devant le prêtre qui tendait l'hostie. J'allais déposer ma caméra et mon projecteur derrière le pilier, quoi. Puis j'ai été, et le prêtre me tend l'hostie. Et alors là, j'ai rien vu. Je dis tout de suite, rien vu, rien entendu. Mais, et alors j'ai eu l'impression que ça a duré longtemps, ça n'avait pas duré longtemps, certainement. L'hostie était devant moi, donc vous savez comment on est quand on communique. Alors, c'est là que ça devient difficile à expliquer. Ce que j'ai ressenti, ressenti, entre le prêtre et moi, comme s'il y avait une présence. D'abord à peine perceptible, mais qui prenait de la consistance en fur et à mesure que les secondes passaient, quoi. Et il était là avec son hostie, et j'avais le sentiment qu'il y avait une présence entre nous deux, mais qui ne faisait pas peur, qui n'était pas douloureuse, mais qui était imposante, qui était, je veux dire, majestueuse, quoi, vraiment. Alors je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je ne veux pas rester là toute la journée, quoi. Alors je prends l'hostie, je l'absorbe, et ce sentiment de présence que je sentais entre nous deux, dès que j'ai pris l'hostie, je l'ai senti en moi. Et je suis retourné pour aller vers mon pilier, et cette présence en moi s'est développée, prenait de la consistance de plus en plus fort, mais pas de douleur, pas écrasante, mais quelque chose qui m'emplissait, quoi, l'esprit, l'âme, le cœur, je ne sais pas, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et j'arrive derrière le pilier, quoi, et là, vraiment, j'ai l'impression qu'on m'a arraché l'âme sans douleur. Alors j'ai eu un cri, pitié Seigneur. Hein. Et à ce moment-là, cette sensation intérieure si forte, s'est arrêtée, et j'étais envahi d'une joie. Une joie, à tel point que j'ai éclaté en sanglots derrière mon pilier. Le Seigneur a eu pitié, heureusement que je n'étais pas dans l'église devant tout le monde. J'étais derrière le pilier, mais j'ai pleuré, mais de joie, de bonheur. C'était une joie et un bonheur que je n'avais jamais connu, quoi. Et en même temps, j'étais perdu. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et puis, j'avais pas fini ma journée, moi. Alors, bon, j'arrête quand même de pleurer. Je reprends ma caméra, mon projecteur. Les gens sortent de l'église. Bon, je filme la sortie. Après, je filme le repas. Je filme l'après-midi. J'ai filmé le repas du soir dans un restaurant, etc., etc. Et vers minuit, 1h du matin, quand même, bon, je dis c'est fini. Les gens en question m'avaient retenu une chambre à l'hôtel, quoi. Alors je vais à l'hôtel, mais toujours habité par cette joie qui était. Mais j'avais jamais été heureux comme ça, quoi. Alors je m'assois sur le lit de l'hôtel, là. Puis enfin, je suis un garçon qui aimait bien comprendre ce qui lui arrivait. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais toujours avec cette joie qui était là, présente. Hein. Alors je dis, bon, récapitulons. Alors, je me refais le récit que je vous ai fait. Je suis parti de Vincent, j'étais là-bas, j'ai vu 2 voyants, j'ai vu ma femme, je fais la route. Mais, voilà. Et comme j'étais là, en train de me demander, mais qu'est-ce que c'est comme ça? J'ai eu une réponse qui n'était pas auditive, qui n'était pas visuelle, mais à l'intérieur de moi-même, une réponse avec qui était d'une clarté. C'était Dieu existe. Bon. Mais sans, je vous dis bien, j'ai rien entendu. Hein, c'était intérieur, dans mon esprit. Dieu existe. Et silence. Mais avec comment dire, une autorité qui s'y discutait pas, quoi. Hein, c'était une évidence. Dieu existe, point, c'est tout. Quelques dixièmes de seconde passent,
Et une deuxième bouffée, comment dire, hein. Il est merveilleux. Ah, ben ça, je dis oui, sûrement. Et j'en étais toujours heureux quand ils ne comprendront pas. Et troisième, je dis réponse, hein, il est présent de l'Eucharistie. Encore, encore un petit espace et Garavandal est vrai. Et puis terminé. Alors j'étais assis sur mon lit là. Donc un bonheur incroyable avec tout ça. Et je me suis dit, mais enfin, mais je comprenais rien, quoi. Mais vraiment perdu complètement, mais heureux. Heureux, hein. Ça répondait largement à toutes mes questions. Je dors très bien. Le lendemain matin, je me lève, je prends un petit café que la dame m'a là, je prends ma voiture, donc, et retour vers la France. Et c'est là qu'en revenant, je prends donc un stop, un couple de Suédois que je ramène, et j'arrive à Rennes, et je reviens au point où je vous disais tout à l'heure, j'arrive chez moi, et ma femme me dit, qu'est-ce qui t'arrive, t'as l'air content. Ben, j'explique tout ça. Alors je m'attendais à ce que ma femme, en bonne épouse, me dise, oh mon chéri, c'est merveilleux sur moi. On me dit, non, bon, ben oui, tu sais, oui, ben, je suis content pour toi. Bon. Mais moi, j'ai été tellement heureux que pendant ces 3 jours-là, j'ai continué à travailler, je n'ai pas mangé. Mais je n'avais pas faim. C'était formidable, quoi. Hein. Et puis tout de même, le temps passant, c'est toi qui me demeurais toujours, parce que je n'avais jamais connu un bonheur formidable. Et alors, une chose dont j'ai pris conscience ces jours-là, moi qui avais tapé de bon cœur sur l'Église, je me suis senti du jour au lendemain catholique, apostolique et romain, convaincu qu'on s'en dit ce qui est possible. Et puis même les jours passant un peu, j'essayais de comprendre, je me dis mais qu'est-ce que ça signifie, pourquoi tout ça? Et ça m'a ramené à Garavandal, quoi, évidemment. Hein, du coup, alors je dis, mais alors Garavandal, mais c'est vrai, alors Garavandal, c'est... Alors j'ai relu le bouquin qu'elle m'avait prêté, et puis j'ai essayé de me renseigner un petit peu, tout ça, et bon, on continue. Et je lui dis à ma femme, je dis, écoute, ça serait bien si l'année prochaine, prochaines vacances, on allait à Garavandal, voir un petit peu de ce qu'il est, parce qu'écoute, c'est quand même formidable cette affaire-là. Et puis, les gens du village, quand même, ils doivent savoir quelque chose. Ça serait bien si je pouvais les interroger. Si, là, il y avait toujours l'aspect du représentant de commerce, aller voir le client de près, puis, enfin, etc. Ben, dis, si tu veux, on y va. Alors, on nous avait prêté une caravane à l'époque, et on va à San Vicente la Barquera, là-bas. On installe là-bas. Ma femme reste avec les 2 enfants, et moi, je monte à Garavandal. Et là, évidemment, ce que je disais tout à l'heure, les gens ne voulaient pas parler. C'est en juillet 70. 70. Oui, non, à 70, le premier passage, oui. 71, le lendemain, l'année suivante, quand on est retourné. 71. Et alors, donc, bon, je vois le village, tout ça, et c'est là que je tombe sur Pepe Diez, dans une rue, je lui dis bonjour, et puis bon, il voyait bien que je n'étais pas du coin, il me dit qu'est-ce que vous faites là, j'explique, et puis je lui dis je suis déçu parce que je suis pour interroger les gens sur soi-disant apparition de Garavandal, mais je connais personne, et puis les quelques personnes que j'ai interrogées, ils veulent pas répondre du bus, que non, ils ne veulent pas. Ah, il dit, attends, bouge pas. Je ne peux pas m'occuper de toi maintenant, mais tu vas chez le père, c'est le premier que j'ai interrogé, je ne sais pas comment il s'appelle. Tu vas de ma part et tu vas voir. Alors je vois un petit grand-père très, très gentil qui était assis chez lui avec sa petite fille. Et je lui ai dit, oui, un peu grand mandat. Et il commence. Alors j'enregistre sur le magnétophone, j'enregistre, mais je n'avais rien préparé comme interrogatoire. Alors il me raconte, j'étais un peu confus. Bon, et je dis, mais vous ne connaissez pas un copain qui accepterait pas? Mais si, allez chez un tel, bon, un tel. Alors, 3 ou 4 enregistrements, mais toujours un peu confus parce que je n'avais pas préparé comme vous un interrogatoire, quoi. Et alors, je me dis, là, quand même, plus j'écoutais ça, quand même, ces gens qui étaient des gens de la montagne, très simples, nature, vraiment... là-dedans, personne n'était sorti de son village, quoi. Ils vivaient en vase clos, quoi. Alors, il faut s'y prendre autrement. Alors, je me suis bâti un questionnaire en disant, bon, vous appelez comment? Vous habitez depuis quand dans le village? Quel est votre métier?
quand vous connaissez les enfants, quand vous l'avez vu pour la première fois, à l'apparition, quelle a été votre première réaction, etc., etc., etc. Et là, donc, j'ai eu quelque chose de méthodique, et donc, on a fait le tour du village comme ça, quoi. Tous les gens ont parlé les uns après les autres, en suivant mon questionnaire. Je posais des questions, ils répondaient, quoi. Alors, on avait des gens qui répondaient très détaillés, d'autres moins. Pepe Diaz, par exemple, son témoignage était remarquable, etc. Et alors, ça, comme ces gens travaillaient, ça se passait souvent tard le soir, et quelquefois ça dure jusqu'à 1h, 2h du matin. Mon fils aîné était avec moi, il tenait le micro. Alors, j'ai par terre dans la cuisine, et puis bon, on passait de maison en maison, et évidemment. Et plus j'entendais ces gens-là parler, quand même, bien, c'est une évidence. Je ne vais pas trouver seulement quelqu'un du village, une personne un peu cinglée, c'est tout le monde. Et ça concordait. À quelques petits détails près, ça concordait. Donc quand même, je dis, il y a une évidence, hein, c'est certain. Bon, je recueille donc tout ça, je pense, et puis quand j'ai fini, ben, je rejoins ma femme qui était restée à Saint-Barthélemy dans le camping, avec mon aîné, et puis on revient en France. Et alors, j'avais toujours cette joie qui m'habitait, hein, toujours cette joie vraiment. Merci Seigneur. Et je me retrouve donc avec ça, c'est les bandes que je vous ai passées là. Alors Pardon. certains témoins n'ont pas accepté de Il y a eu la rentrer mère dans de votre Jacinta, il y a eu deux personnes, hein. Mais tous les personnes à qui j'ai posé la question, ils ont dit oui. C'était unanime. Alors qu'au départ, avant, ils me disaient non. Hein, ils me disaient non. Et le curé Garavandal, Don Valentine. Pardon, alors oui, Don Valentine. Don Valentine Ben, je vais vous en parler justement. Alors, donc, oui, alors, les questions en parlent, et notamment de Don Valentine. Je vais le voir et je lui dis, dis donc, vous, en tant que prêtre, quand même, il dit, moi, en tant que prêtre, je vis des choses étonnantes, je vis des choses extraordinaires. Et ça m'a tellement impressionné, j'ai été tellement bouleversé, et puis je connaissais bien les quatre voyantes. Je les ai baptisés, je leur ai fait le catéchisme, je les connais parfaitement, je savais bien qui c'était. Alors, il n'habitait pas Gambandal, il venait dire la messe régulièrement, mais il habitait à Cossé en bas. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je vais vous dire, à cette époque-là, j'étais tellement troublé que 3 jours après les premières apparitions, j'étais voir Monseigneur l'évêque à Santander pour lui dire, mais écoutez, Monseigneur, il se passe quelque chose dans ma paroisse que je ne comprends pas, vraiment, je suis débordé, j'aurais besoin de vos lumières et de vos soutiens, parce que moi, je ne sais pas quoi faire, quoi. Et l'évêque en question, son nom est dans le livre, je ne me rappelle plus, et pardon, probablement. Je commence à avoir des défaillances de mémoire. Hein. Lui dit oui, mais écoute, Valentine, je pars. Il était nommé dans un autre diocèse. Je pars. Tu sais les apparitions de notre époque. Bon, tu vas voir l'œil là-dessus, tu vas suivre ça de près, mais tu ne te tracasses pas, ça va s'arranger partir comme c'est venu. Et Don Valentine me dit, je suis sorti les mains vides. C'était son expression, sorti les mains vides. Hein, parce que moi, les gamins, je les connaissais bien. Bon. Alors, donc, j'enregistre également cette affaire-là, et je reviens donc avec les témoignages des récits des gens du village et de l'histoire de Valentine. Et en arrivant ici, je dis, qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Parce que j'étais enregistré, c'était en espagnol, bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, ben, je vais essayer de le mettre en français pour commencer. Alors, je n'ai pas eu trop de mal, parce que, bon, mon espagnol était quand même pas populaire, il me manquait des petites faiblesses, parce que j'avais toujours parlé espagnol avec mes parents, et en Burgos, c'est le pur espagnol, castillan, hein, donc, mais enfin, tout de même, alors je traduis, j'ai tout traduit en français, tapé à la machine, tout ça, là, dans mon bureau, etc., etc. Et puis je me suis retrouvé donc avec tout un document écrit comme ça, j'ai dit, alors, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Ben, je dis, oh, ben, je vais aller voir Ouest France, je vais voir des journalistes. J'étais naïf, hein. Quand j'arrive avec ces trucs-là, genre, ils vous rigolent pas au nez, mais presque, quoi. Les apparitions, tout ça. Hein. Enfin, je commence à désespérer, mais quand même, bon sang, hein, les témoignages sont là. Et un jour, je reçois un coup de fil de une société d'édition, une petite société d'édition, là, dans la Mayenne, là.
Vous voyez, je cherche le nom enfin, le bouquin que je vous ai passé là, le titre là. Et l'éditeur me dit, non, M. Bérez, Réziac. Me dit, M. Kayser, le propriétaire, me dit donc, on a su que une histoire d'apparition de la Vandale, que. Ben, j'ai dit oui, oui. Ben, écoutez donc, moi ça m'intéresserait, je veux bien publier ça, pouvez-vous? Oh, c'est comme ça, hein, je n'avais pas contacté, je n'avais pas cherché, hein, toujours les signes qui se suivent. Alors, alors avant d'envoyer mon manuscrit à l'éditeur, j'avais lu quelque temps avant, à la suite de tous ces événements, j'avais lu le livre d'André Frossard, Dieu existe, j'ai rencontré. Et je dis, ben voilà, type quand même qui a vécu un peu ce que j'ai vécu, ben je vais lui écrire, lui demandant s'il voulait bien me recevoir, parce que mon problème, c'était que ma rédaction en français n'était pas littéraire, hein, mais comme je vous ai dit, ma formation scolaire était tellement réduite que de là à écrire un truc même simple, c'est compliqué. Alors j'écris à André Fossard en lui expliquant, écoutez, vous avez quelque chose d'extraordinaire, moi-même, ça c'est assez proche, est-ce que vous ne pourriez pas me recevoir pour lire mon manuscrit, me le corriger, enfin le mettre en bon français, quoi. Hein. Ben, il dit oui, ben écoutez, venez, quoi. J'y vais, il me reçoit chez lui à Neuilly, là-bas, et puis il me dit, ben oui, écoutez, j'ai lu votre manuscrit, mais, vous savez, c'est pas facile. Moi-même, j'ai 3 livres actuellement de haute spiritualité que je voudrais publier. Je trouve pas d'éditeur. Hein. Écoutez, non, je peux pas vous aider. Vous savez, puis vous avez suivre ce chemin. J'ai suivi le mien. Je regarde, mais non. Bon, je suis revenu avec mon machin sous le bras. Pas facile tout ça. Hein. Et alors, à Ouest-France, à l'époque, il y avait Yves-Marie Rudel qui était celui qui est critique littéraire, qui présentait les bouquins toutes les semaines dans Ouest-France, quoi. Alors, et je savais qu'il était très croyant. Alors, je lui téléphone, je lui dis, écoutez, j'ai un bouquin, là, je lui explique un peu l'histoire gramondale, tout ça. Oh, mais je voudrais bien que quelqu'un le relise, parce que c'est certainement pas correct pour une publication en France comme ça. Très gentiment, il m'appelle, je vais le voir chez lui à Rennes, il me reçoit très très aimablement. Je lui raconte un peu mon histoire, je lui donne le manuscrit. Il le prend, il le relit, corrige tout ce qui n'était pas en bon français, comme il range tout ça, et puis il me redonne. Et puis bon, je dis, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je fais Alors, j'étais à me poser la question, c'est là que donc je reçois un coup de fil de Rosière, M. Kayser. Ben, j'ai écouté, j'ai un document qui est corrigé, correct. Hein. Est-ce que. Ben, il dit, envoyez-le-moi, j'envoie. Et il sort la première édition de Garabandal. Quoi. Et le père Laffineur, qui était très mouillé à l'affaire Garabandal, mais à qui j'en ai parlé, dit, bon, ben, votre livre, s'il sort, vous l'intitulez Garabandal, le village parle. Bon, très bien. Alors on démarre comme ça et le livre sort. Alors j'avoue que mais voir la tête d'un bouquin, moi, bon, ça m'a tout de même étonné un petit peu. Et puis le livre a bien démarré, etc. J'ai eu quelques... le journal là, de La Manche, à l'époque, m'a interviewé. Bon, ça prenait de l'ampleur. Et ça se démarrait. Alors, je dois dire que pour la rédaction de textes en français, tout ce que j'ai réduit là, cette joie qui m'a habité m'a quitté, m'a abandonné le jour où j'ai arrêté d'écrire le livre, quand j'ai fini. Comme si vraiment on m'avait dit, on m'avait poussé à faire un travail, bon, t'es fini, c'est terminé, quoi. Bon, mais quand même convaincu de la réalité des choses, quoi. Alors, donc, j'ai ce bouquin, je me dis, mais le reste. Parce que dans le monde de l'édition, je ne connaissais personne, hein, aucune relation. Et à ce moment-là, il y a également, ces Américains ou Espagne qui étaient arrivés là-bas. À ce moment-là, non, c'était Joël Mangino qui se manifeste. Oui, Joël Mangino qui m'envoie un mot que je fais traduire par quelqu'un disant que qu'il savait que j'avais un manuscrit qui s'intéressait pour une édition aux États-Unis. Bah, j'y envoie quoi le texte. Et il sort donc de l'édition en anglais, The Village Speak. Bon. Mais vous voyez, ça me venait, moi, ces gens-là, je ne connaissais pas.
pas du tout, c'est pas du tout. Et alors, il est publié. Bon, ben, très bien, il le diffuse en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, etc. Très bien. À ce moment-là, d'ailleurs, là, des gens, des Anglais, dont une avocate, et, s'il vous plaît, un mannequin de haute couture, me téléphone en demandant que j'aille en Angleterre pour présenter ça à la BBC. Bon, me voilà débarqué en Angleterre. J'ai fait baragouiner un peu d'anglais scolaire, ni rien. Bon, j'y vais là-bas. Émission à la BBC, présenter le bouquin, raconter tout ça. Bon, formidable tout ça. Mais vous voyez, tout ça, c'était pas moi. Ça me venait. Hein, c'est pas moi qui courais après tout ça. Je ne connaissais pas. Alors donc, il y a ce passage à la BBC. Je reviens en France. Et je me dis, ben oui, ben alors... euh, il faut le publier en Espagne quand même, bon sang, c'est là que j'ai recueilli. Hein. Alors pareil, en Espagne, donc on avait cette petite maison de ma mère là-bas, hein, et j'étais embarrassé, les éditeurs en Espagne qui m'adressaient, personne, et puis il fallait l'écrire aussi en bon espagnol, j'avais les enregistrements en espagnol, mais ça demandait quand même d'un petit peu travailler pour que ce soit correct. Et je m'étais lié d'amitié avec le curé du village espagnol où ma mère et qui parlait pas mal le français. Hein. Alors je lui raconte tout ça. Oh, il dit, mais non, ça m'intéresse son affaire, moi. Donne-moi dans ton bouquin, moi je vais te le traduire en espagnol. Je lui donne. Mais c'était quand même un gros travail. Hein. Et à Goumiel, le village espagnol, Castillo était ma mère, il y avait également une école. Et dans cette école, il y avait un certain monsieur, un instituteur, David, espagnol bien sûr, qui débrouille bien en France aussi, et qui était copain avec le curé, donc il était copain avec moi. Et alors il entend parler de ça, il dit, ah ben dit au curé, écoute, tu vas pas te taper tout le boulot tout seul, donne-moi la moitié, je traduirai la reste. Quoi. Ils se sont partagés le livre, et chacun traduit en espagnol correct. Quoi. Bon, ensuite il fallait l'éditer en espagnol, publier. Alors, j'avais une petite cousine à Randa, le village à côté, qui était libraire. Je lui dis donc, toi qui es dans les bouquins, là, un bouquin édité en Espagne quand on n'a pas un rond, qu'on connaît personne, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, il dit, écoute, tâche de trouver des sous, puis moi je te trouve l'éditeur, quoi. Bah, je dis, oui, mais les sous. Alors, il me met en relation avec une maison d'édition de Madrid, qui me fait un devis. Et puis, je dis, bon, ça serait bien, mais... Alors, j'en parle à Geneviève, qui n'était pas trop chaude. Moi, je me dis, non, ça va coûter combien, tout ça? Enfin, on rassemble nos 4 sous, etc. On va à Madrid. Je vois l'éditeur qui met sur le bouquin, je le paye à mon compte, c'est moi qui l'ai payé, évidemment, mes 4 sous. Et puis, je me retrouve avec le livre espagnol, quoi. Hein. Alors je passe à Garabandal et je distribue un exemplaire en espagnol à chaque témoin qui avait essayé de parler, quoi. Donc voilà, c'était donc la grosse affaire de mon cheminement, ma découverte de Garabandal et ma vraie conversion au christianisme. Quoi. Pour les choses à partir de là, c'était clair et net. Comme je disais tout à l'heure, j'étais devenu chrétien apostolique romain et puis convaincu à mourir que Dieu existe et que j'y croyais, quoi. Mais, alors, de là, ça m'a... a été traduit en russe aussi. Alors, voilà. Plus étonnant, oui, mais là, ça a été pareil. Hein. C'était... Qui c'est qui m'a amené ça un jour? Russe. Comment que je suis sorti l'histoire du Russie? Oui. Comment... À Saint-Pétersbourg, il y avait une professeure d'université russe qui, elle, avait entendu parler de Garabandal, qui connaissait. Et à Saint-Pétersbourg, il y avait également un Américain qui travaillait pour l'ambassade, qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Enfin, pour une banque américaine, je crois, à Saint-Pétersbourg. Et il connaissait cette dame russe. Alors, ils ont entendu parler, étant eux-mêmes très mêlés dans l'affaire Garabandal, ils avaient entendu parler de mon bouquin, mais je crois d'édition américaine. Alors, ils me téléphonent aussi, ils me disent, mais dis donc, on voudrait bien le publier en Russie. Pour quelqu'un qui n'est pas écrivain, qui l'a écrit, le publier en Russie, bon.
Bah, je dis, oui, bien sûr, pourquoi pas, bien sûr. Alors, puis il dit, mais oui, mais ça c'est bien, s'il faudrait que vous veniez parler, faire une petite conférence. Je dis, mais je parle pas russe, moi. Hein. Alors le docteur Co était avec moi dans le coup, quoi. Alors, je dis ça au docteur Co, je dis, mais dis donc, aller en Russie, on parle pas russe, puis ça va coûter cher, tout ça. Il dit, si, on y va, on y va. Bon, on prend l'avion, on débarque à Saint-Pétersbourg, là, et oui, si, non, cette dame russe dont je vous parlais, euh, j'ai été mis en relation avec elle avant déjà un petit peu, et elle me disait que elle s'occupait beaucoup de faire venir du matériel, des vêtements pour les rues, pour ces citoyens, pour ces citadins de Saint-Pétersbourg. Alors j'avais fait ici un appel au peuple et j'avais ramassé une quantité assez importante de vêtements propres, chaussures, par-dessus, enfin tout ça. Et j'en avais fait conditionné dans les gros paquets. Et j'avais trouvé à Rouen une association qui s'occupait d'amener des affaires en Russie comme ça. Alors j'ai porté ça dans une camionnette au Havre. J'ai donné ça à ces gens-là et qui, eux, embarquaient tout ça pour Saint-Pétersbourg. Ils coupaient du matériel. Ils avaient une filière. Et oui, c'est ça. Et ce que j'avais apporté était donné à cette dame russe, cette professeure universitaire à Saint-Pétersbourg. C'est comme ça qu'on a eu une relation, quoi. Alors, donc, avec le docteur Co, bah, alors oui, les Russes me disent, mais il faudrait venir parler de Garbandal, parler en Garbandal en Russie, non, hein. Mais si je trouvais un traducteur, bon, etc. Alors on arrive là-bas et effectivement, alors on distribue il nous avait dans une grande salle, genre salle de fête, tous nos paquets étaient là et les Russes, les gens, ils avaient organisé ça pour tel jour. Les gens venaient prendre des paquets de vêtements. Tellement si bien, à tel point d'ailleurs que j'avais mis ma veste accrochée à l'espalier d'une fenêtre avec mon passeport, mes trucs, mes papiers, et qu'elle a disparu. Même là, en Russie, sans passeport, sans papier, sans argent, rien du tout, quoi. Je me fais bien. Alors, bon, avec la dame russe et l'américain, et on arrivait quand même, un peu d'anglais, on arrivait à se comprendre, mais bon, on était dans une situation. Alors, on a fait une conférence, il y avait peut-être 150 ou 200 personnes, enfin russes, quoi. Et alors, comme, voilà, les signes quand même. Hein. Bon, au départ, il a été conclu avec la dame russe qu'il y avait un traducteur français. Manque de peau, ce jour-là, le traducteur venait pas. Alors, vous voyez avec 150 personnes russes, de vous en expliquer comment vous ne parlez pas un mot russe. Hein. J'invente rien. J'ouvre la porte pour aller à la salle de conférence. Je bute dans un monsieur assez grand. Hein. Je lui dis en français, excusez-moi. Il me répond en français, je n'ai rien. Je dis, vous parlez français? Il me dit oui. Je dis, venez avec moi. J'ai à parler là, c'est les gens qui sont là, et je ne parle pas un mot russe. Est-ce que vous pouvez traduire? Ah ben si vous voulez. Alors, je le prends par la main, on se ressent sur l'estrade, et puis je fais ma conférence, et il traduit. Il parlait français parfaitement. J'ai jamais su qui c'était d'ailleurs, on s'est pas revu après. J'ai fait ma conférence en Russie à Saint-Pétersbourg. Apparemment, ça a beaucoup intéressé les gens, etc. On a vendu des livres. Donc, et oui, et je suis revenu donc en France, évidemment, quoi. Alors voilà, c'était un peu tout. Après, ça c'est sûr, bon, les Américains, donc, c'était les Canadiens français qui m'ont demandé là-bas, parce qu'ils ont fait une édition canadienne-française aussi. Alors là c'est intéressant parce que ils m'ont demandé à faire des conférences, des causeries, et ça durait quand même 15 jours. Tous les soirs, une causerie dans une salle du Canada français, quoi. Alors, ben là, j'étais à l'aise en français, bon, malgré qu'il y a des petits trucs des fois, mais le Canadien français, on se comprend très bien, quoi. Alors, moi, je pensais visiter le Canada. En fait, du Canada, je n'ai vu que les autoroutes la nuit, quoi, parce que on a la conférence, ça finissait à 1h, 2h du matin, il me ramenait chez lui, et on recommençait le lendemain. Aussi en Australie, alors. L'Australie aussi vous a accueilli. Alors, l'Australie m'a accueilli aussi, et là, donc,
ils avaient organisé ça, mais je peux pas dire que je fais une conférence, mais enfin, il y avait une exposition de Grand Bandal, et donc ce monsieur-là qui parlait français, qui a fait la traduction, j'ai dit que c'était en Australie, non, je sais pas si je vous Non, dis. c'était en Russie. Ah, c'est en Russie, c'est ça. Mais, bah oui, je mélange, vous voyez, quand même, je mélange un peu. Parce que, comme dirais-je, en Australie, c'est pareil, je parlais pas français, je parlais pas anglais, moi, hein. Alors, on a encore là aussi trouvé quelqu'un qui était là, comme par hasard, qui m'a traduit ce que j'ai pu dire, ce que je peux raconter, en anglais, quoi, hein. Donc, j'ai raconté tout ça en Australie. Et très curieusement, en Australie, il y avait une colonie de gens qui parlaient français, qui étaient de la Nouvelle-Calédonie française, je crois, qui ont atterri là, et qui parlaient français, qui étaient d'origine française. Alors, qui dit, mais donnez-moi les bouquins. Alors, ils ont diffusé en français le bouquin en Australie, quoi. Ouais. Alors, pour répondre à votre question, c'est les prêtres de Grandal autres que dans l'Antille. Oui, je n'ai rencontré un qui est très intéressant parce que c'était un prêtre, je le dis dans mon livre d'ailleurs, qui montait régulièrement. Il n'était pas attaché à la paroisse de Garabandal, mais il était ami de Dom Valentin. Et il montait régulièrement à Garabandal pour aider Dom Valentin. Et il avait, lui, assisté évidemment à de nombreuses extases des enfants, etc. Padre Garcia de la Riba. Pardon? C'est Padre Garcia de la Riba, non? Non, c'est pas son nom. Oh, oui, je perds c'est dans le bouquin. Alors, je vais le voir, et je lui amène d'ailleurs l'édition espagnole, déjà, lui. Alors, je vais le voir, je lui dis, mais écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, voilà, il me dit, écoutez, attendez, je me demandais parce que comme j'étais voir l'évêque de Saint-André aussi, je ne sais plus si avant ou après, enfin, peu importe. Et alors, je lui dis, ben, écoutez, j'ai le bouquin, etc. Puis je dis, vous, ben, il dit, écoutez, pendant toute la période des apparitions, je suis monté à Garabandal, pas tous les jours, mais très souvent, pour aider Don Valentin. Et ce que j'ai vu là-bas m'a laissé sans voix, quoi. M'a laissé sans voix. Mais j'ai dit, vous y croyez? Mais comment ne pas croire? Obligé, enfin. Ce que j'ai vu et entendu, moi, je suis obligé d'y croire. Ouais. Mais je dis, mais alors, l'évêque, ah ben non, l'église n'a pas reconnu, alors je peux rien dire, mais. Ben vous savez, pour moi, ça. Et ce prêtre-là, ensuite, est tombé malade, il a été hospitalisé, et en fait, il ne s'est jamais manifesté. Mais il a été interrogé sévèrement par les évêques de Saint-André. Hein. C'était. Oui, mais lui, cette déclaration, moi, il n'y a pas de doute, hein, il y croyait. Comme tous ceux qui étaient là, quand vous avez vu, quand vous avez été présent, ben, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes obligé de prendre à l'évidence. Donc, alors voilà pour ce prêtre. Et alors, d'autres prêtres qui, évidemment, venaient, mais la plupart des prêtres que j'ai connus, ils venaient contre. Ils venaient pour démolir ça, oui. Bah oui, Monseigneur l'évêque a dit que tout ça venait pas de Dieu, donc. Et je me rappelle être avec 3 prêtres, d'ailleurs assez jeunes, qui venaient, enfin, grand traditionnel, on se retrouve à discuter. Il dit non, non, tout ça c'est des histoires abracadabrantes, ces gamines sont à moitié folles, ça ne peut pas exister. Enfin, ils disent que les prêtres vont par des chemins de perdition. La Vierge ne peut pas dire des choses comme ça, c'est pas possible, quoi. Alors, je dis à ces prêtres, je dis, écoutez, moi je serai vous, hein, dans cette affaire, j'irai avec des chaussons de soie, hein, parce que, alors j'avais interrogé déjà les gens de Gavin. Moi, j'ai interrogé les gens de maison par maison, et ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont bouleversé. Vous l'avez fait? Non. Mais j'ai dit, prenez le temps d'interroger, hein, parce que rejeter ça d'un revers de la main, hein, ça n'a pas de sens, vraiment. Je vous conseille la prudence quand même, hein, parce que je serais vous. Hein. Alors, ils ont été assez troublés, évidemment, par... c'est donc à peu près les seuls contacts que j'ai eu avec des prêtres du coin, quoi. Et je vous ai raconté mon entrevue avec l'évêque, oui, non? Non. Non. Aujourd'hui, non. 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 Alors, à cette excusez-moi.
Et à cette époque-là, donc, C'est quelle année exactement? Enfin, avec l'évêque. Ouais. Alors ça s'est fait quand même plus tard. Ça, Quand votre livre était paru, en fait. Le livre était paru en espagnol aussi. Alors ça a dû se faire dans les années 80 peut-être, par là. Je suis pas sûr des dates. Je demande, il faut quand même que je vois l'évêque quand même. Tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, les cassettes, je dis tout de même, c'était l'évêque est responsable, quoi. Alors je lui demande un rendez-vous, il me reçoit très gentiment. Et j'étais 3/4 d'heure, une petite heure avec lui dans son bureau. Il m'a reçu très aimablement. Et alors, attendez, je lui dis, il me dit, écoutez, il m'écoute, hein, il ne m'a pas rejeté, hein, il m'a écouté. Et il m'a dit, oui, évidemment, mais enfin, vous savez, l'Église se prononcer contre, etc. Il m'a écouté poliment. Très poliment, hein. Ça, il m'a pas engueulé, il m'a pas rejeté, il n'a pas dit non, il m'a écouté, et je lui ai raconté tout ça, je lui ai donné le livre. Hein. Et par la suite... C'était Monseigneur Del Valgallo, non? Je crois que oui, je crois, je m'excuse, je vous renvoie mon livre parce que j'ai des petits trous de mémoire. Hein. Mais alors, ce qui était intéressant, c'est que par la suite, je suis faire un deuxième, troisième évêque de Valgallo, qui lui, c'était le seul évêque qui, pendant les événements, avait accédé dans la Gravandale et qui avait assisté à une ou deux extases. Alors, je discute avec lui, je lui en parle, et lui était bien convaincu qu'il y avait quelque chose, quoi, que vraiment, il y avait quelque chose. À tel point que par la suite, on a eu une correspondance, et ça figure dans mon livre, vous le verrez, et ici, il m'a envoyé, c'est lui qui m'a envoyé la totalité des textes publiés par l'épiscopat, par l'évêque Santander, sur Garabandal. J'ai reproduit la totalité des textes, c'est lui qui me l'a. Et c'est lui qui m'a encouragé à écrire, et c'est lui qui m'a dit, j'ai j'ai ça par écrit, que tout ça servira certainement à Garabandal. Le seul évêque, hein, mais enfin, le seul qui a vu une extase. Alors il avait fait partie de la première commission. Voilà. La commission. Voilà. Il a été, heureusement, vous m'aidez un peu, vous voyez, moi j'arrive à oublier ces détails. Et effectivement, il était membre de la commission, c'était le seul. Je l'ai lu dans votre livre. Et donc, membre de la commission, il a été en mesure de juger le travail de cette commission. Oui, et c'est là qu'il avait justement, je crois que, vous me rappelez ça, je crois qu'il avait un peu critiqué la commission, il me semble, je ne me rappelle plus très bien. Ah oui. Bon, enfin, avec lui, on est toujours resté en relation, et donc il m'avait envoyé la totalité des textes, j'ai là, de l'épiscopat, etc., quoi. Donc, il y a eu ça, donc ces voyages, je dis, aller à l'étranger, au Canada, en Russie, en Australie, etc. Et j'ai refait des tournées aussi en Espagne, parce que en Espagne quand même, hein. Alors en Espagne, bon, je fais des conférences, alors carrément des conférences à la radio, à la télévision, avec pas mal de monde, et puis des endroits où je me suis trouvé tout seul, sans public, hein. Bon, mais tout ça avait pris. Et puis le temps passant, bien sûr. Alors évidemment, on est comme les premiers chrétiens qui attendaient le retour du Christ tout de suite, quoi. Moi, j'entendais ce que la Vierge annonçait, l'avertissement, le grand miracle, et puis rien ne venait. Alors le temps passant, je gardais toujours la conviction, mais enfin, alors, petit à petit, j'ai laissé un petit peu. Les années sont venues, je commençais à être un peu vieux, puis j'ai gardé ça, quoi. Voilà, en gros, en très gros, l'histoire de ma relation en Garabandal et le comment, quoi. Mais Don Valentin a été plusieurs fois, a fait appel à des prêtres. Est-ce qu'il vous en a parlé de cela? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le père Ramon Andréou, par exemple, vous avez eu des liens avec... j'ai eu par correspondance, mais longtemps après, avec le père Andriou, pas celui qui est mort, évidemment, l'autre qui était je sais plus, était dans les... Qui était en Amérique. À Perpète, j'ai envoyé le livre, et il m'avait répondu très aimablement, disant que c'était un très bon travail. Et alors, c'est intéressant parce que Ramon Andriou, donc, avait ramassé un tas de documents comme ça. Il en avait une valise pleine. Oui. Voilà. Et cette valise pleine, partant lui en Amérique,
il a donné à un professeur du séminaire de Saragosse, qui avait gardé cette valise avec tous les documents. Lequel professeur m'écrit un jour, me dit, mais écoutez, moi j'ai tous ces documents du père Andréou dans la valise, dans une valise pleine. Je ne me sens pas capable ni le temps de m'occuper. Est-ce que vous la voulez? Ben, je dis oui, je veux bien. Si. Alors j'ai ramassé la valise, je me suis retrouvé avec cette valise, et c'est tout le travail du père Andréou, de Ramon, était dans la valise. Ses interrogatoires, ses recherches, ça. Mais en gros, ça n'apportait rien de plus à mon bouquin, si vous voulez, déjà. Donc, j'avais gardé ça en disant, bon, bah, on verra. Et un jour, Jacques Serre me dit, j'ai dit à Jacques Serre, mais lui était un fouilleur de bibliothèque, je dis, tu veux pas prendre ça? Et j'ai donné la valise à Jacques Serre. C'est Jacques Serre qui s'est retrouvé avec la valise du père Andréou. Voilà, et donc les archives Serre sont revenues chez nous, et donc nous avons les archives du père Andréou. Oui, le circuit. La boucle est bouclée, ouais. Et tout ça, encore une fois, il y a tous ces choses-là, c'est que dans tout ça, moi, j'ai pas couru chercher quelque chose comme face à demander. C'était si le livre, la publication en Espagne quand même. Mais autrement, tout ça, ça venait comme ça. Mais enfin, le temps passant, bien sûr, je disais tout de même. Et puis est arrivé le film. Tant que le film qui débarque là, récemment, ah bah, ça ressort. Hein. Oui, oui, oui. Et puis vous amenez pour faire des disques. Alors, du coup, le film, est-ce que vous l'avez, par rapport au témoignage des... Parce que les personnages, on les voit dans le film. Est-ce que Oui. vous avez... Alors, mais par rapport au témoignage que vous avez reçu, est-ce que vous avez trouvé ça... ben alors écoutez, je vous dirais, j'ai eu une déception, mais je veux dire pourquoi. Parce que moi, évidemment, dans ma mémoire, dans ma tête, dans mes images, ben, j'avais les visages des gens de Grabandal, les enfants, parce que Jacinta, Marie-Loli, Conchita, d'ailleurs j'en parle dans le bouquin, j'en ai parlé avec elle, on a parlé longuement avec elle. Les gens du village de Grabandal, je les connaissais, je les ai vus. Alors le film, c'était des acteurs. Alors, j'étais pas très à l'aise, quoi. Hein, tout en étant content que ça soit bien. Et d'ailleurs, les petites actrices qui font ça le font très bien. Et ça manquait vraiment ce que j'avais fait dans mon bouquin, tous ces témoignages des gens du village qui ne figurent pas dans le livre, dans le film. Dans le film, il y a surtout le témoignage du chef de la garde civile et puis de Pepe Diaz. Oui. Hein. Ben, moi, le chef de la garde civile, vous l'avez rencontré? Pardon? Vous-même. Vous l'avez rencontré, je crois qu'il s'appelait Cuenca, c'est ça? Le chef de la garde civile. Je l'ai rencontré, mais je n'ai pas eu son témoignage. Son témoignage, je l'ai eu d'un écrit qu'il avait fait, quoi. Oui, Mais ça. le témoignage, enfin oui, j'ai rencontré avec lui. Il était là avec son escouade de ses gardes civiles. Et je lui ai dit, je viens très bien, oui, très aimable. Mais est-ce que j'ai pas eu le temps? Est-ce qu'il n'était pas disponible? Je ne l'ai pas enregistré, lui. Mais le témoignage que j'apporte, c'est lui qui l'avait fait, quoi. Mais puis alors, pour lui, convaincu, etc. Alors dans le film, évidemment, il y a son témoignage, évidemment, assez longuement. Il y a également certains prêtres qui sont mêlés à l'affaire. Mais j'ai regretté un petit peu, évidemment. Mais enfin, ils disent bien dans le film, les prophéties, on ne veut pas en parler, c'est parce que ça dépend de l'Église, etc. Et ils disent pas grand-chose là-dessus, quoi. Alors que moi, tout mon travail est basé sur le témoignage des gens. Au contraire, quoi. Les gens qui étaient là, on a vu, nous, j'étais là, j'ai entendu, j'ai vu, etc., quoi. Mais ça se complète bien. Ça a été corrigé par un documentaire qui est paru, un assez long documentaire où vous avez effectivement toutes les prophéties qui sont expliquées. Mais c'est vrai qu'on en Il y a un film, complément. Pardon, attendez, vous voulez dire Dans que... un documentaire, donc un film qui vient s'ajouter au film en fait, Ah oui, oui, oui. et qu'on trouve sur internet très facilement. Mais il parle de mes témoignages, non? Et il parle des prophéties. Ah, des prophéties. Miracles, Oui, parle oui, de là. Ah, j'ai pas l'avertissement, vu, oui. Oui, Alors que le film est surtout axé sur les messages. le message, oui, oui. Alors, j'en ai toujours convaincu, et ce que vous faites, vous êtes l'autre chaînon de la chaîne, hein, vous continuez ça. Et ce qui me fait penser peut-être qu'enfin, on approche peut-être des événements. Parce que dans les prophéties, il est dit que l'avertissement, le grand miracle, arrivera quand les choses seront au pire. Alors, c'est difficile de jouer les prophètes, mais ce qu'on voit actuellement, ça se prolonge,
ça atteint le monde entier. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que ça va s'accentuer, ce pire? On ne sait pas. Hein. L'interprétation est difficile, quoi. Mais enfin, alors également, il y a la prophétie du dernier pape aussi, hein, que ce pape-ci serait le dernier. Au moment des événements, la Vierge a dit aux enfants, il n'y aura plus que 3 papes. Il y a encore 3 papes et ça sera la fin des temps. Il y aura, là, c'est là qu'on regrette que les autorités religieuses, puisqu'apparemment la Vierge avait l'air de vouloir parler, que les autorités religieuses n'ont pas dit aux enfants, demandez à la Vierge ceci, demandez-lui cela, quoi. Hein. Alors les enfants, elle a dit que il y aura l'avertissement, le grand miracle, et que ça arrivera que les choses seront pires. Mais les gamines avaient ça, et puis c'est tout, quoi. Ils ne peuvent pas rien dire d'autre. Hein. Alors évidemment, interrogation, est-ce qu'on est dans le pire? Est-ce que ça sera encore pire? On ne sait pas, quoi. Et puis, c'est difficile, parce que si on se commence à interpréter les prophéties, on peut s'embarquer dans des trucs, c'est délicat, quoi. Mais enfin, là, je pense souvent Fatima, la lumière au-dessus de Fatima, qui n'a couvert que l'Europe. Là, la Vierge a dit, ce phénomène qui se passe dans le ciel sera vu dans le monde entier, quoi. Le phénomène de Fatima, c'était déjà assez extraordinaire. Ah oui, l'avertissement, c'est pour le monde entier. Alors, si on va vers le monde entier, pourquoi on commence par y être? Et qu'est-ce que sera ce pire? Est-ce que c'est des affaires sociales? Est-ce que c'est des affaires religieuses, économiques, ou tout ça ensemble? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, évidemment... bon, j'ose même pas, justement, quand je parle de ça, dire, ben voyez, on y est, nous, je ne sais pas si on y est, je ne sais pas si c'est ça. Hein. J'ose pas m'aventurer là-dedans. Une hein. certitude, c'est que Conchita annoncera le miracle de son vie. Voilà. Alors, elle annoncera 8 jours avant. Hein. Oui. Oui, absolument. Et puis, à ce moment-là, on aura déjà eu l'avertissement. Hein, oui. Qui sera visé par tout le monde. Ça. Et c'est sûr que, quand on parle du grand miracle de Garmondal, où tous les gens malades sont guéris, quand on voit le site de Garmondal avec les pentes des montagnes, on peut imaginer des millions de gens assis là-bas sur les pentes. Là. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la place. Ben voilà, en gros, Alors, je sais pas si... récemment une archive de Conchita. C'est une lettre de Conchita au père Ramon. Oui. Qui explique qu'elle a vu le père Luis Andreu. Oui. Donc, et on voit bien... C'est le père Ramon qui demande à Conchita de lui redire ce qui s'est passé. Et donc Conchita lui dit que le père Andreu, le père Louis, oui. a vu la Sainte Vierge et le miracle. Oui, eh bien, effectivement, dans les apparitions, je crois que j'en parle dans le livre, elle dit que par lui, André lui est apparu, il lui a appris même à dire d'autres pères en grec, je crois. Oui, oui, hein. oui. Elle parle après de 10 à 11 apparitions. Le père Louis leur est apparu. 10 ou 11. Je n'ose rien dire parce que je ne me rappelle plus très bien. Là, c'est elle qui l'écrit. D'accord. C'est dans sa lettre. Oui. Oui, c'est sûr que il y a eu des choses tellement extraordinaires à Garabandal que rien n'est étonnant, en étant prudent quand même, parce que j'ai rencontré des gens Garabandal, j'assure que il a fallu faire le point, parce que il y a des gens qui sont amenés à raconter des histoires vraisemblables, quoi. Oui. Hein. Donc, mais enfin, quand on a les témoignages directs des voyantes, des gens du village, du prêtre, etc., ça a un autre poids quand même, hein, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Alors, comme je vous ai dit, après j'étais retourné à Garabandal et j'avais offert un exemplaire de chaque livre de l'édition espagnole à chaque voyant, à chaque témoin qui avait accepté de parler, quoi. Et j'étais tout à fait content avec ça, bien sûr. Bueno, pues, cuando llegué a Garabandal, para averiguar lo que había pasado allí, la gente del pueblo no quería hablar conmigo, no me quería decir nada. Y es entonces cuando caí, encontré a Pepe Díez y le dije que
que estaba fastidiado porque la gente del pueblo no quería contarme, no quería contestar lo que había visto. Y entonces cuando Pepe Díez me dijo de ir a ver un señor allí de edad, y fui a ver y ese señor me contó todo lo que él había visto de Garabandal y que le grabé, llevaba un magnetofón, recogí el magnetofón lo que me decía y gracias a lo que este señor me dijo, empecé a ir a las casas del pueblo y cada persona me contó lo que él, yo decía a esas personas, no me digas usted cree que esto viene de Dios o no viene de Dios, es que cree o no cree, dígame lo que usted ha visto, lo que usted ha oído y no otra cosa. Deme usted hechos secos, sin comentario. Y esa gente pues muy fácilmente me contó, cada uno me contó lo que él había visto, oído y grabé todo eso. Y estuvimos allí entonces, pues el mes de julio en 61, un mes entero grabando casa por casa los testimonios de esa gente, de la gente del pueblo. Y claro, y yo más les oía contar todo eso, más creía en ello, porque era gente de buena voluntad, gente honrada, gente de sensatez, gente sin cultura, pero con ese buen sentido, gente del campo. Era tan evidente y ellos mismos decían, pero no sabemos lo que esto quiere decir, así que estuve obligado de conocerle. Y es así entonces que grabé la casi totalidad de la gente del pueblo y que hemos traducido y hemos hecho los libros que salen ahora. Son testigos. Son testigos directos. Ya digo bien que todas las personas que figuran en mi libro son gente del pueblo que es el testimonio directo de ellos. No es algo que me ha dicho yo, me han contado que no. Yo he visto, yo he oído, yo estaba aquí, yo estaba en este sitio, yo estaba más. Y es testimonios directos. De los entonces en el libro se encuentran los hechos. Los hechos. El libro, bueno, hago yo algunos comentarios, pero son personales, no son de ellos.